Radio Classique, l'édito politique avec Le Figaro. Voilà, et on est ravis pour cette participation de travailler avec nos amis du Figaro. Hervé Morin, bonjour. Vous êtes président de la région Normandie. Réveillez-vous, vous êtes sur l'antenne de Radio Classique. Guillaume Tabar, vous avez intérêt à être réveillé, autrement je vais intervenir. C'est quand même ce qui s'est passé. Alors, il y a la grande tristesse d'Aznavour. Oui. Et puis il y a la grande curiosité de ce qu'on a appris hier soir, vers 9h du soir. D'ailleurs, grâce à votre journal, Le Figaro. Grâce à Jean-Marc Leclerc. Voilà, grâce à Jean-Marc Leclerc. Gérard Collomb va voir le président de la République, qui lui présente sa démission, et l'autre lui dit non, reste. Écoutez, oui, le chef de l'État a voulu clore cet épisode Collomb, mais vouloir clore cet épisode, c'est comme vouloir reboucher une bouteille de champagne débouchée. C'est impossible à faire. Il faut quand même rappeler que c'est Gérard Collomb qui avait lui-même créé la turbulence en annonçant en 2018 qu'il démissionnerait en 2019 pour être candidat au municipal en 2020. Ça avait créé une turbulence à l'intérieur du gouvernement, parce que forcément, ça a bouleversé l'édifice, et ça a libéré le genre des ambitions. On sait que Édouard Philippe pousse Gérald Darmanin pour la place Beauvau, que Christophe Castaner se pousse lui-même, et puis surtout, ça crée une turbulence. Ça, Christophe Castaner se pousse lui-même. Et ça crée une turbulence surtout pousse du col à l'intérieur du ministère de l'Intérieur, parce que la chaîne de commandement était en quelque sorte brisée. On parle même de Péchenard. On parlait même de Péchenard. Alors Péchenard a dit qu'on ne devait rien proposer, mais que si on lui posait la question, il y réfléchirait. Bref, c'est vrai qu'on agit toutes sortes d'hypothèses. Et pendant ce temps-là, dans un ministère, il faut quand même régler des questions de sécurité, de terrorisme, d'immigration, de communautarisme. Cela faisait quand même un peu désordre. Alors, le problème, c'est qu'en politique, comme partout ailleurs, il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Et ce qui s'est passé hier, présentation de démission, mais refus de cette démission, ne clarifie rien du tout. Pourquoi ? Car pour qu'on ait une clarification, il aurait fallu ou que la démission soit claire et effective, ou qu'à l'inverse, Gérard Collomb renonce à sa campagne municipale et dise « Eh bien, je reste pleinement ministre ». Or là, on est entre les deux. On sait quand même toujours qu'il va partir. Gérard Collomb n'est pas revenu sur sa décision. Et à la limite, donc pour les équipes de Beauvau, ça ne change rien. Et à la limite, on crée un élément de doute supplémentaire, car on ne sait même plus l'échéance de ce départ. Et donc, ça, pour la place Beauvau, ça n'est pas signe de clarification, ni même de stabilisation. Il est 8h14 sur l'antenne de Radio Classique. Je voudrais préciser, avant que vous continuiez cette réflexion, Guillaume Tabar, ô combien intéressante, qu'actuellement se déroule une opération antiterroriste en cours à Grande-Synthe, dans le Nord. Donc, ça veut dire qu'effectivement, cette situation, au moment où la machine fonctionne, est quand même une situation, qui ressemble à quelque chose de quasiment, non pas jamais vu, mais de rarement vu. Oui, qui est difficilement tenable. Alors, on voit aussi qu'Emmanuel Macron a voulu essayer de rassurer quant à sa relation personnelle à Gérard Collomb. On disait beaucoup qu'ils avaient été fâchés, brouillés, notamment à cause de l'affaire Benalla. Là, en lui renouvelant sa confiance, il veut dire, eh bien, on continue comme avant, rien n'est brisé entre nous. Mais ça fait quand même un peu mauvais feuilleton, parce que d'abord, on ne sait pas si, en présentant sa démission, Gérard Collomb avait au préalable l'assurance qu'Emmanuel Macron la refuserait. Bien, bref, cela ressemble quand même à un assez mauvais vaudeville. Il est 8h15 sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes avec Hervé Morin et avec au téléphone l'ambassadrice d'Arménie, Madame Tolmatian, qui nous fait le plaisir d'être sur l'antenne de Radio Classique. Patrie, donc, de Charles Aznavour avec la France. Merci. Bonne journée, Guillaume Tabar. Hervé Morin, le voici. Radio Classique, l'invité de Guillaume Durand avec Le Figaro. Est-ce que vous considérez, Hervé Morin, bonjour, que ce pouvoir actuel est une sorte de maison de verre au sens de la fragilité, non pas au sens forcément de la transparence ? Le moment est assez singulier, parce que vous avez un pouvoir qui prend l'eau. L'histoire d'hier avec un ministre de l'Intérieur qui dit « je présente ma démission », le chef de l'État qui lui dit non. Vous imaginez l'autorité que vous pouvez avoir en tant que ministre de l'Intérieur sur une administration qui est déjà par nature compliquée, quand vous êtes déjà annoncé comme étant devant partir, et annonçant et informant votre administration que finalement vous voulez partir encore avant. Enfin, vous voyez bien que vous avez été ministre de la Défense de Nicolas Sarkozy. Vous voyez bien que c'est une situation qui n'est même pas tenable jusqu'aux élections européennes, à mon sens. Donc il doit partir. Il faudrait qu'il parte. On peut pas rester dans. Vous vous rendez compte, vous avez vos directeurs d'administration centrale face à vous, et vous leur dites, vous voulez leur donner un cap, leur imposer un certain nombre d'inflexions politiques, et on a des directeurs d'administration qui déjà, généralement, ont le sentiment que c'est leur maison plus que la vôtre, et qui vont vous dire, en vertu de quoi... Surtout qu'il y a quelques jours, on a présenté donc le nouveau projet de police de proximité version Macron.
Donc, oui, mais vous n'avez plus d'autorité sur votre maison, c'est aussi simple que ça. Quand vous êtes, annoncé sur le départ, et deux, annonçant que même si vous pouviez partir avant, ce serait encore mieux, vous pouvez plus tenir cette maison, c'est pas possible. Alors, la question fondamentale, vous connaissez la vie politique depuis des années, vous avez connu plusieurs présidents de la République et travaillé pour un. Est-ce que cette situation, d'après vous, est une situation relativement inédite? Il y a beaucoup de ministres qui ont présenté leur démission, Chevènement et d'autres, etc. Est-ce que c'est une situation inédite et elle est révélatrice de quoi? Elle est révélatrice d'une... En clair, il y a eu une assez belle espérance au lendemain de l'élection d'Emmanuel Macron. Moi-même, sur toute une série d'éléments. Vous avez voté pour lui? Bien sûr que j'ai voté pour lui au second tour. Pas au premier tour, j'ai voté Fillon au premier tour. Mais, et au bout du compte, on assiste à une immense désillusion, et cette désillusion-là finit par pénétrer les arcanes du pouvoir. En clair, on attendait le nouveau monde au terme du comportement politique. Benalla a révélé que la même morgue du pouvoir continuait à exister. On considère grosso modo que la loi s'applique pour tout le monde sauf à vous. On a des opérations de communication permanentes. On a une partie de nos compatriotes qui ne se... Emmanuel Macron n'a pas écrit le « en même temps ». Le en même temps, ça pouvait être comme le symbole d'une cohésion retrouvée et d'une unité d'une politique. Et vous avez un en même temps qui est une espèce de dialectique permettant de dire tout et son contraire, sans qu'à aucun moment nos compatriotes aient le sentiment que ça s'adresse à tout le monde. Vous voyez, moi, je suis très frappé je vous sais, ça fait 6 mois que j'annonce que tout va s'effondrer en septembre. Ça fait 6 mois, quand tout le monde me disait encore, on en a pour 10 ans, machin, etc. Je disais à mes copains, vous verrez, en septembre, ça s'effondrera. Vous voulez dire que ce quinquennat n'ira pas au bout? Non, mais ça s'effondrera au sens de la popularité considérable qu'avait le chef de l'État. Je termine. On est dans un pays où l'égalitarisme est extrêmement puissant. Il y a un profond besoin d'équité, de justice dans le pays. C'est comme ça. Et par ailleurs, on sait très bien que toutes les théories sur le ruissellement sont des théories qui ne marchent pas. Bon, voilà, c'est pas nouveau. On a à la fois besoin que l'élite en effet réussisse, mais on a besoin d'entraîner tout le pays. Et Emmanuel Macron a oublié cette règle de base-là. Donc une grande partie de nos compatriotes ne se retrouvent pas dans cette histoire. Alors un mot avant que nous soyons avec l'ambassadrice ensemble, car vous aimez Aznavour comme nous tous, avec l'ambassadrice Darmani. Expliquez concrètement à ceux qui nous écoutent ce matin la bataille qui existe entre les régions et le pouvoir aujourd'hui. C'est simplement. Simplement, ouais, je sais, mais c'est pas une histoire. C'est ce que j'explique. On a l'impression qu'il y a une vraie bataille. Mais c'est une bataille de l'efficacité de l'action publique au nom de la proximité. En clair, tous les pays européens qui marchent sont des pays fédéraux ou avec des collectivités très autonomes. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de politiques différenciées. Mon territoire, c'est pas le même que celui de l'Occitanie. Et au sein de la Normandie, la métropole de Rouen et une zone rurale du département de l'Eure, c'est pas la même chose. Mais l'État donc on a besoin de politiques différentes. L'État vous dit, on dépense trop. Ça fait les collectivités territoriales sont pléthoriques. Ça fait 4 ans que nos dépenses de fonctionnement baissent. Nous sommes les seuls à être facteurs de désendettement de la nation. Nous le serons jusqu'en 2022. Tout ça, ce sont des fables. En effet, il y a des élus qui exagèrent. En effet, il y a des élus qui se comportent mal. Oui. Je veux dire, il y a des espèces d'abrutis, en clair, qui, grosso modo, entachent l'ensemble du système. Mais qui sont les abrutis? Des gens qui ont des dépenses de fonctionnement aberrantes, qui ont été faire des dépenses somptuaires. Mais on les a au sein du... Non, mais je sais pas des noms que j'ai indiqués. Vous dites des abrutis. Des abrutis parce que dans les décennies, on a... Non, je vais pas citer de nom. Tout le monde voit bien que parfois, on a des dépenses qu'on comprend pas. Voilà. Mais en même temps, on a... au global, un système capable de produire de l'efficacité parce que de l'agilité, de la rapidité. Je prends un exemple simple. Voilà. Et quand la région Normandie décide de mettre en place un fonds d'investissement pour permettre que les pêcheurs de Normandie puissent investir dans des bateaux neufs et que des bateaux neufs sortent enfin des ports de pêche normands, c'est la région qui invente ce système. Et vous savez qui l'empêche pendant plus d'1 an? L'État, en expliquant que c'est contraire aux règles européennes. Et il m'a fallu une démarche auprès de la Commission européenne et du commissaire à la pêche pour que celui-ci me dise c'est conforme aux règles européennes. Donc on a, sur toute une série de sujets, la capacité d'inventer des modèles, d'être imaginatif et de pouvoir agir rapidement. Quand je mets en place un dispositif permettant de sauver 400 entreprises, 11 000 emplois,
avec un taux de survie de 96% à 18 mois. C'est parce que j'ai mis une petite équipe capable de répondre par des dispositifs simples à des problèmes de trésorerie, de fonds de roulement, qui amenaient des entreprises à se retrouver devant le tribunal de commerce. Nous sommes en direct avec Hervé Morin qui reste avec nous, et la question que je vous posais tout à l'heure sur la fin éventuelle du quinquennat, vous y répondrez, vous n'y avez pas répondu. Madame... Mais je ne vais pas répondre, le quinquennat il ira jusqu'au bout, la 5e République est ainsi faite qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Tout à l'heure. Madame Tolmatian, merci d'être en direct avec nous sur l'antenne de Radio Classique avec Le Figaro. Nous sommes ravis de vous recevoir, Madame l'ambassadrice. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que représente Charles Aznavour? Alors on parle beaucoup de ses liens avec l'Arménie, de sa famille, qui est une famille évidemment arménienne, mais aujourd'hui, quel sentiment éprouvez-vous? Vous savez, c'est une perte immense pour la France, mais aussi pour toute l'Arménie, pour tout le peuple arménien à travers le monde. Et les Français, les Arméniens sont parfaitement unis dans cette douleur. Vous savez qu'Aznavour lui-même disait toujours qu'il avait deux patries, la France et l'Arménie, et revendiquait d'être français à 100% et arménien à 100%. Il disait que ses deux parents, en fait, ce qu'il était vrai, ses deux parents étaient arméniens, mais il était profondément imprégné par la culture et la langue française. Fils de rescapé du génocide, il était aussi très engagé pour la mémoire arménienne, pour la reconnaissance du génocide arménien, y compris par la Turquie. Il dénonçait aussi, d'ailleurs, en 1975, quand le génocide arménien était encore un grand tabou, il chantait « Ils sont tombés » pour dénoncer les horreurs du génocide. Il a toujours aussi dénoncé le négationnisme du génocide. Après, sa présence physique aux côtés de l'Arménie s'est plutôt concrétisée après 1988, après le séisme dévastatrice qui avait ravagé l'Arménie. Et là, en fondant l'association Aznavour pour l'Arménie et surtout en rassemblant tous les grands chanteurs français pour chanter pour toi l'Arménie, il a apporté un immense espoir, un immense optimisme aux Arméniens en leur faisant croire vraiment que ces printemps reviendraient encore. Aznavour, vous savez aussi, c'est un grand symbole de l'amitié franco-arménienne. Il a toujours été très attaché à cette amitié. Il a toujours été présent à tous les grands rendez-vous de franco-arménienne. Et il était extrêmement heureux que c'est l'Arménie qui va accueillir dans 10 jours le sommet de la francophonie. Et il réjouissait d'accompagner le président Macron dans son déplacement à l'occasion de ce sommet de la francophonie. C'est tout le peuple arménien qui est en deuil. Il y a un immense vide, il y a un sentiment de rester orphelin. Et c'est un deuil national qui sera en Arménie le jour de ses obsèques. Merci beaucoup, madame, d'avoir été au téléphone donc avec nous sur l'antenne de Radio Classique et avec nos amis du Figaro. Ce sommet est prévu le 11 et 12 octobre et donc Charles Aznavour devait y chanter. Puisque vous avez répondu sur le quinquennat, la dernière question est très simple, vous y répondez si possible brièvement. Voilà. Est-ce que vous n'êtes pas en train à droite de vous planter totalement sur l'histoire justement des migrants, de l'immigration? Car après tout, Aznavour, l'histoire de sa famille, c'est ça. Ils viennent d'Arménie, oui. Ils ont caché des Juifs pendant la guerre, ils ont traversé l'Europe, ils sont installés en France. Il faut dire aux Français une chose simple, la vague migratoire d'aujourd'hui n'est rien par rapport à celle qui va déferler dans 10, 20 ou 30 ans compte tenu de la croissance démographique de l'Afrique et compte tenu des problématiques de développement. Donc on ne peut pas comparer avec la génération Aznavour. Non, c'est absolument incomparable et en même temps, la question, elle se règle pas simplement en mettant des gardes-côtes, des gardes-frontières et des postes avec des policiers. Ça peut pas marcher. Je vous redonne un chiffre simple. L'ONU considère qu'il manque 35 milliards pour globalement permettre de donner le minimum vital aux populations qui souffrent le plus. 35 milliards à l'échelle de la planète. La croissance des dépenses militaires doit être à peu près de cet ordre-là chaque année dans le monde. Aujourd'hui, les dépenses militaires représentent 1850 milliards de dollars. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, un moment, de se mettre autour de la table, se dire, est-ce que pour l'équilibre du monde, on n'a pas besoin de consacrer une toute petite partie infime de la croissance des dépenses militaires à cette question? Ces fameux 35 milliards donc, que vous citez, je rappelle que vous avez été ministre de la Défense et que vous présidez la région Normandie. Il est 8h26. La chanson d'Aznavour que vous préférez, la voici, Tu te laisses aller. C'est drôle, ce que t'es drôle à regarder. T'es là, t'attends, tu fais la tête. Et moi j'ai envie de rigoler. C'est l'alcool qui monte en ma tête. Tout l'alcool que j'ai pris ce soir, afin d'y puiser le courage de t'avouer que j'en ai marre de toi et de tes commérages.
de ton corps. Voilà Aznavour, le déchirant Aznavour, le sentimental Aznavour qui raconte la vie. Aznavour, grand écrivain, grand musicien, grand interprète. Roberto Alagna, Julien Clerc tout à l'heure et Ray Charles. Merci Hervé Morin, bonne journée à vous. Bonne journée. Voici Michel Grossior.